Voilà pour ce documentaire, c'est l'heure maintenant du débat sur le thème jaune de colère avec 5 invités en plateau que je vous présente. Jacques Cotta, bonsoir. Vous êtes réalisateur Gilets jaunes dans la vallée de la Roya. Céline Gravade, bonsoir. Vous êtes Gilets jaunes à Fréjus. Franck Alizio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sereine Mauborgne, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Var, la circonscription de Saint-Tropez. Et puis Daniel Guirado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gilet jaune à Marseille. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une question très rapide à deux de nos invités, à Céline Gravade et à Daniel Guirado. On vient de voir ce documentaire. Est-ce que ce documentaire correspond à la réalité que vous avez vécue, vous, de l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes? Céline Gravade. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est tout à fait ça. On a l'impression de s'y retrouver en chaque personne. Les portraits que vous avez vus correspondent à ce que vous avez vécu dans les ronds-points au sein des Gilets jaunes. Ce reportage est magnifique. Alors, on va en discuter. Daniel Guirado, même question. Pareil, moi je pense que la vérité est criarde. Je veux dire, on l'a vécu, je l'ai vécu, et j'ai revu quelque chose qui m'émeut toujours autant. Jacques Cotta. Oui, moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le caractère psychologique des individus qu'on retrouve tout à fait au sein des Gilets jaunes quand on les côtoie. Et puis il y a les fondements des Gilets jaunes qui sont exprimés dans ce reportage. La question démocratique, la question sociale, qui est au cœur de tous les ronds-points et de tous les rassemblements des Gilets jaunes. Alors on avance, tout le monde va participer à ce débat qui va se dérouler en plusieurs thèmes. On va commencer, Nathalie, par le sort des femmes qui est largement évoqué dans le documentaire. Oui, et le premier extrait qu'on va vous proposer de réécouter, puisque c'est ainsi qu'on va procéder pendant tout ce débat, c'est celui de Marie, parce qu'il résume bien le combat des familles monoparentales, ces mères courage, comme les a appelées Emmanuel Macron, précaires parmi les précaires. Beaucoup de femmes ont des enfants, vivent seules, sont très peu aidées, le père est souvent absent. C'est des situations très compliquées au quotidien, parce que bien souvent les frigos sont vides. C'est pas parce qu'on a des... Les aides ne font pas tout, ne suffisent absolument pas. C'est difficile à dire ça pour beaucoup d'entre vous. On en parle très douloureusement, très difficilement. Il faut avoir connu la faim. Pas pouvoir nourrir ses enfants. Voilà, il y a ce qu'on vient d'entendre. Il y a aussi le problème des pensions alimentaires, dont on a beaucoup parlé au moment du mouvement des Gilets jaunes. Alors, c'est un exemple emblématique. Est-ce que ça veut dire que c'était à un moment une coupe trop pleine et puis qu'il y a un moment à déborder? Céline Gravade. Oui, en fait, la cause des femmes seules, c'est on se retrouve face à des choses à gérer au niveau financier qui sont énormes. Si vous êtes dans une partie de la population où vous gagnez un tout petit peu au-dessus du seuil de pauvreté, vous n'avez aucune aide. Donc, vous vous retrouvez à devoir faire face à énormément de choses, à faire le sacrifice de l'orthodontiste, par exemple, des vacances, tout ça. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, je travaille tous les jours et je n'y arrive pas. Et face à ça, vous n'avez aucune considération vis-à-vis de l'État, parce qu'on vous dit « Ah ben non, mais vous gagnez trop ». Mais ils ne tiennent compte en aucun cas de ce qui se passe dans votre univers au niveau financier. Et donc, vous vous retrouvez dans une solitude Alors justement, terrible. Sereine Mauborgne, on va rentrer dans le vif du débat, parce que vous allez voir, ça va quand même aller très vite, on a beaucoup de thèmes à aborder. Cette réalité-là qui est exprimée dans le documentaire, qui est exprimé par Céline Gravade, elle n'est pas nouvelle le jour où ça explose, le jour où ça sort. Alors pourquoi les politiques, ceux qui sont en responsabilité, ne la voyaient pas? Je ne sais pas s'ils ne la voyaient pas. En tout cas, ils avaient des réponses qui n'étaient peut-être pas suffisamment fortes par rapport à celles qui étaient attendues. Je pense que, par exemple, sur la pension alimentaire, ça fait quand même assez longtemps que la caisse d'allocation familiale sursoit aux pères qui ne payent pas leur pension. Seulement, ils donnent, je crois que le montant moyen, ça doit être de l'ordre de 120 € de compensation, ce qui évidemment ne fait pas du tout, ne remplace pas ni la présence d'un père, ni la présence ni le paiement de cette pension alimentaire qui est attendue par la maman seule avec ses enfants et qui a à faire face. Néanmoins, il y a des aides indirectes. Je suppose que vos enfants sont boursiers. Je suppose que vous avez quand même droit, vous avez droit à des bons parce vacances. que c'est ce que je vous ai expliqué. Quand vous êtes juste au-dessus du quota, vous avez droit à rien. Sauf que, en fait, vous vous retrouvez avec financièrement encore moins que ceux qui sont juste en bas. Je crois que vous gagnez autour de... Le reportage disait que... Moi, je suis à 2 000 €. 2 J'ai 000 droit € par à rien mois. du tout. Vos enfants ne sont pas boursiers? Non.
Ni au collège, ni au lycée, ni rien. Même au lycée, là, elle vient de rentrer au lycée, les bourses sont refusées. Parce que c'est votre dernière. Mais ceux d'avant, il y avait droit. Peu importe. Je vois peu pas. importe, parce que quand on crée une mesure, quand même, on essaye de chercher les effets de bord, justement. Oui, d'éviter d'exclure beaucoup de gens. On mais essaye là, au maximum. Là, les gens que vous aidez, en fait, c'est les gens qui sont vraiment en très, très grande difficulté. Là, vous venez de sortir une réforme où vous allez donner 115 € de pension alimentaire. Non, elle est déjà donnée. Nous, on va donner plus. Et on va surtout le donner de manière plus systématique, plus rapide, et surtout permettre aux caisses d'allocation familiale de recouvrir. C'est fait là, ça y est. Non, c'est à partir de juin 2020. C'est à partir de juin 2020. Mais non, je suis désolée. Voilà, ça va être en juin 2020. Le complément familial donné aux femmes seules existe déjà. En effet, sera mis en place. En tout cas, ce service public de recouvrement sera mis en place pour juin 2020. Parce que les caisses d'allocation familiale aujourd'hui n'ont pas les moyens humains de répondre à cette demande. Parce qu'ils ont traité déjà énormément de choses cette année. Mais c'est plus sur les profond que ça. augmentations d'aide notamment. Il n'y a pas que la pension alimentaire. À un moment donné, il y a des problèmes au niveau de la justice aussi. Parce que quand vous avez avec 2 000 € et des enfants à charge, vous avez droit à l'aide juridictionnelle. Mais je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ça. Je termine. Je vous dis qu'au niveau de la justice, il faudrait que les choses soient faites plus vite. Parce que quand vous êtes en instance de divorce ou que vous avez un défaut de pension alimentaire, vous attendez des années avant que ce soit pris en charge. Donc c'est ça aussi. Au-delà de cette question de pension alimentaire, Jacques Cotta, ce qui ressort beaucoup de ce documentaire, c'est que ces femmes seules ont eu le sentiment de sortir de leur isolement justement et que ces gilets jaunes ont créé un lien social que l'État ne parvenait plus à assurer. Alors si vous voulez, à mon avis, le problème qui est posé là pour ces femmes dans ce documentaire, c'est un problème exacerbé chez les femmes. Parce qu'elles subissent plus dans la société les difficultés générales de la société. Mais c'est aussi le problème des Gilets jaunes hommes. Si vous voulez, le moteur de ce qui s'est passé depuis le 17 novembre dernier, c'est que des gens vous disent « on veut pouvoir vivre ou survivre décemment ». C'est ça le moteur. Mais quand vous avez vu les mères de famille rejoindre le combat, est-ce que vous vous êtes dit c'est un indice de plus que la colère est profonde ? Bien sûr. Vous savez, ça c'est une règle dans notre histoire, dans l'histoire de France. Lorsque les femmes commencent à s'y mettre et lorsqu'elles viennent avec les enfants, qu'elles laissent les enfants à la maison et qu'elles descendent sur le terrain en face d'une brutalité policière énorme et qu'elles prennent ses responsabilités, c'est lourd de signification, c'est lourd de sens. Ça veut dire que c'est très profond, c'est très violent. Et alors moi je voudrais dire une chose à Madame la députée, parce que si vous voulez, il faut qu'on ait une discussion franche, ça va aller vite. Il faut qu'on ait une discussion franche. Soit vous êtes là pour nous dire que globalement, les mesures qui ont été prises, c'est pas suffisant, mais ça allait dans le bon sens, etc. Et ça veut dire que vous êtes dans la langue de bois, nous on peut l'être aussi, ça n'a aucun intérêt. Soit on pose carrément les problèmes. 4 samedis après le début du mouvement, un hélicoptère était dans la cour de l'Élysée pour essayer d'exfiltrer Emmanuel Macron si ça tournait mal. Les conseillers de l'Élysée ne voulaient plus revenir à l'Élysée parce qu'ils se disaient l'Élysée va être pris d'assaut. Madame, le problème est le suivant. Lorsqu'on est dans une telle situation dans le pays, c'est pas le peuple qu'il faut changer, c'est qu'il y a au point de départ une politique et des décisions qui sont prises qui poussent à une exaspération terrible. Et c'est sur cette politique qu'il faut revenir. C'est là-dessus qu'il faut vous prononcer. C'est pas sur la question de la violence. Pardon ? C'est pas sur la question de la violence, mais je veux dire, qu'est-ce qui a déclenché le mouvement ? Et on a l'impression de dire que les femmes sont venues après. C'est faux. Moi, je suis du début sur les ronds-points. Les femmes étaient déjà là. Pratiquement jour, 50% des gens qui étaient sur le rond-point étaient des femmes. Et elles ont continué. Ça s'est amplifié. Parce que les femmes, on a occulté le fait qu'en plus d'être femmes, elles avaient les inconvénients justement d'être mères, tout ça. Et c'est ce qu'on a oublié dans l'affaire. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir, parce qu'on va essayer, on a dit qu'on avançait par thème, on va diffuser un deuxième extrait parce que c'est extrêmement lié à ce dont on est en train de parler. C'est effectivement des gens qui ne sont pas forcément dans l'extrême pauvreté. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Écoutez ce second extrait. On est des gens de la classe moyenne où on bosse et on se crève vraiment les fesses pour être poli au travail et pour que ça marche. Et qu'au final, à la fin du mois, on galère toujours autant et qu'on n'a toujours pas plus. Parce que on gagne trop pour avoir des aides, mais on ne gagne pas assez pour vivre décemment. Donc au bout d'un moment, on est moi personnellement, je me retrouve dans cette tranche moyenne où je me dis, mais en fait, il faut faire quoi pour pouvoir s'en sortir ? C'est une gravate, ce sont des mots que vous auriez pu prononcer. Je dis ça depuis le départ. Alors, avec un salaire correct, on l'a dit tout à l'heure, environ 2 000 €, pour vous, ça reste la galère tous les mois. Est-ce que le problème, c'est donc le salaire ou le coût de la vie, notamment dans notre région avec le coût du logement ? Est-ce qu'on a raison de répondre à vos revendications, notamment par l'augmentation du SMIC ou par des augmentations de revenus ? Moi, je demande juste à vivre dignement de mon travail. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.
Mais après, ma situation personnelle, elle est complexe parce qu'il y a un problème avec la justice qui met du temps à réagir. Mais les autres femmes qui sont dans la rue, et Dieu sait que nous sommes nombreuses, parce que je peux vous dire que sur les ronds-points, il y a énormément de femmes, même si elles travaillent, elles ne s'en sortent pas. Parce qu'il y a un défaut de pension alimentaire, parce qu'il faut faire 50 000 papiers pour avoir une RQTH à son enfant handicapé ou l'AH à son enfant handicapé. Ça provoque des situations de vie qui sont énormissimes. Mais après, on s'est retrouvés sur ces ronds-points, parce que je peux vous dire que c'est... personnellement, pour aller sur un rond-point et pouvoir s'épandre sur cette situation qui est personnelle et qui est difficile, c'est quand même la honte. Quand on se retrouve à 50 ans et qu'on n'arrive pas à vivre dignement de son salaire, c'est quand même la honte. On va essayer de faire parler tous les invités, parce que vous êtes 5. Je vous donne la parole tout de suite. Franck Alizé, vous n'avez pas parlé depuis le début. Quand vous avez entendu d'abord des femmes se mobiliser, ensuite ce deuxième extrait qu'on vient d'entendre, comment vous avez réagi, vous, au sein de votre parti ? Je trouve que le document est très fidèle à ce qu'a été à l'origine, à ce qu'a été véritablement le mouvement des Gilets jaunes, le vrai. Pas celui qui a été récupéré ensuite, qui a été dénaturé, pourri par les casseurs, qui a été récupéré politiquement par certains groupuscules. Là, on a la vérité, c'est ça qui est intéressant, on a le vrai mouvement. C'est pour ça d'ailleurs, c'est bien de s'être focalisé sur les femmes, parce qu'à l'origine, dans les ronds-points, en effet, il y avait beaucoup de femmes. Marine Le Pen, dès le premier jour, avait remarqué, elle nous l'avait dit sur les plateaux aussi, qu'elle était impressionnée par la présence et une majorité de femmes. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ce sont elles qui prennent la violence de notre société en pleine gueule, si vous me permettez l'expression. Et lorsque madame dit à 2 000 euros, ben oui, mais le souci, c'est qu'en France, le salaire moyen, c'est 1 800 euros. Donc oui, à 2 000 euros, on ne touche aucune aide, puisque le salaire médian, et c'est ça qui est scandaleux. Et évidemment qu'on n'arrive pas à s'en sortir, d'autant plus quand on a des enfants à charge, avec 1 800 ou 2 000 euros par mois. Mais on a un gouvernement qui, à un moment donné, nous a expliqué, lorsqu'il a voulu épargner un tout petit proportion des retraités, oui, mais à partir de 2 000 euros, un retraité est aisé. C'est ça qu'on ne comprend pas. Alors qu'évidemment qu'à 2 000 euros, on n'est pas aisé. On n'est pas aisé parce qu'il y a un matraquage fiscal, un matraquage de toutes les dépenses obligatoires, le gaz, l'électricité, ont bondi de 15%, de 20%, la CSG, l'impôt sur le revenu, parce que c'est une révolte des classes moyennes. C'est ça qui a d'original et de véritablement important. C'était une première fois que la majorité silencieuse se met en avant et tape du poing sur la table dans ce pays. Ces classes moyennes en déclin, elles sont assez proches sociologiquement de votre électorat. Un électorat à qui le FN puis le RN a longtemps dit, si vous n'avez pas assez d'argent, c'est parce qu'on donne, notamment, c'est parce qu'on donne trop d'argent aux étrangers. Or, on a vu dans ce documentaire, il n'y a pas un mot sur l'immigration. Ça ne sort absolument pas des revendications. Ni sur les ronds-points, d'ailleurs, je vous rassure. Est-ce que ça reste un nœud pour vous quand même ? Ou est-ce que vous reconnaissez que c'est pas le fond du problème non plus. Il y a eu près d'une personne proche des Gilets jaunes sur 2 qui, aux européennes, a voté pour la liste Rassemblement national. Bon, vous me permettrez d'être en léger désaccord avec vous. On ne va pas sur un rond-point pour lutter contre l'immigration. En revanche, lorsque l'on voit qu'en France, on prélève 1 000 milliards d'impôts et qu'on n'arrive pas à joindre le debout alors qu'on travaille, alors qu'on appartient à la classe moyenne, eh bien, on se demande où va l'argent. Et où va l'argent ? C'est l'une des réponses. C'est évidemment un pays qui accueille 400 000 immigrés chaque année, eh bien, il n'a plus les moyens de donner ce qu'il doit donner à sa population. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est la question de où va l'argent, la question de l'immigration. Oui, c'est pas tant. Et c'est l'une des. Chacun fait des fois de son fonds de commerce. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Sérène Mauborgne, je voudrais vous poser une question vraiment précise qui a commencé à être abordée tout à l'heure. Effectivement, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, qui est d'ailleurs pas forcément terminée, il y a de l'argent qui a été débloqué, ça c'est objectif. La question c'est de savoir si ça suffit. Ce matin, dans Télématin, chez nos confrères de France 2, il y avait le délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre qui disait en fait, il n'y a rien qui a été fait. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est vrai que de l'argent a été débloqué, mais concrètement rien n'a été fait parce que l'argent il est repris un petit peu par ailleurs, l'essence elle réaugmente. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Si déjà ça permet de faire face aux augmentations naturelles du coût de la vie, je dirais que déjà c'est un premier pas. Oui, mais si on les appauvrit pas, quand on augmente, c'est ça aussi qui est compliqué. Depuis la première fois en quasiment 10 ans,
et l'allocation adulte handicapé de 100 € par mois. Alors c'est vrai que ceux qui vivent dans des foyers, ils ont eu dans le même temps... C'est 40 €. C'est 40 €, je travaille pour du handicap. À partir du 1er novembre. C'est ça. Mais alors, il y a un certain nombre d'handicapés qui vivent en foyer. Ceux-là, effectivement, ils ont vu augmenter tous les mois leur forfait d'hébergement qui a augmenté de 60 €. Donc effectivement, je dirais que les 60 € d'augmentation ont directement été captés par une augmentation du coût de la vie. En revanche, ceux qui vivent à domicile ont réellement eu une augmentation. C'est formel, c'est factuel. On peut ne pas regarder la réalité comme elle est, mais elle est là. Non, il y a eu Quand une on a augmenté de 40. de 100 €, encore une fois, la retraite minimale, l'ASPA, c'est factuel aussi. Alors c'est insuffisant, bien sûr. C'est pas normal de vivre avec 900 € de retraite. Je suis d'accord, On mais... va essayer d'élargir le débat. Là, vous parlez d'une, si j'ai bien compris, d'une augmentation en degrés. En fait, ce que les Gilets jaunes demandent, c'est un changement de nature, c'est-à-dire un changement de système. Qu'est-ce que vous répondez moi, à ça? D'ailleurs, j'aurais bien aimé que vous m'interrogiez pour savoir ce que j'avais pensé du documentaire, parce que moi, je ne retiens pas que les jaunes en colère, je retiens les jaunes solidaires. Et je pense que l'État peut faire sa part. Il n'y a pas de sujet là-dessus, et on en rediscutera avec M. Cotta, puisqu'il a apparemment beaucoup de solutions à me proposer. Néanmoins, je pense que chacun peut faire son colibri. Ça interroge. Moi, ce qui m'a interrogé dans ce reportage, c'est la manière dont finalement ces gens ont trouvé de la fraternité entre eux. Et quand je suis allée sur les ronds-points, c'est ça qui m'a touché le plus. Mais ça vous dérange pas que d'aujourd'hui, c'est ce mouvement-là qui a recréé ça mais contre le gouvernement? Je trouve ça formidable. D'où que ça vienne, c'est formidable. En fait, comme on n'a rien eu, ça a créé la solidarité mais je et la trouve fraternité. Ça génial, mais tant mieux. C'est grave. Ce qui manquait à notre pays. C'est grave. Mais non, mais c'est ce qui manque à notre pays. Mais ça, ce n'est pas à l'État de le décréter. Vous êtes bien d'accord que chacun vit dans sa petite sphère. Moi, j'aimerais qu'on revienne. Moi, je suis en train de parler de l'humanité. Madame, l'humanité, je vais vous dire, tout à l'heure, on a parlé chiffres. Et moi, j'aimerais rester sur les chiffres. Tout à l'heure, on a dit une personne qui touche 2000 €. Mais ça, ce sont des chiffres et c'est de l'enfumage de chiffres. Parce qu'on vous dit une personne qui gagne 2000 €. Oui, non, mais je n'ai pas dit. Mais bien sûr. Mais attendez, mais elle gagne 2000 €. Mais qu'est-ce qui lui reste à la fin? Donc c'est le reste à charge. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision qui consiste à dire il faut que chacun s'entraide et quand l'État ne peut pas... Il faut que tout le monde s'entraide. Mais il faut qu'on arrête de nous bombarder de chiffres qui sont faux. Tout ce qu'on nous raconte là, c'est du pipeau. En fait, les chiffres qu'on nous donne sont faux. Ils émanent de l'État, des statistiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Non, mais en revanche, il y a des budgets très officiels qui sont votés sur ce que coûtent les mesures. Parlons-en du budget. Alors justement, parlons des chiffres. Juste une minute, j'ai une question pour Daniel Guirado. On a l'impression qu'Emmanuel Macron peut mettre des milliards sur la table. Ce que vous voulez, c'est un changement de système. Mais il ne les met pas, ce n'est pas vrai. Vous refusez absolument... Madame, quand M. Macron a dit qu'il avait mis 20 milliards sur la table, où ils sont passés ces milliards? On ne les a pas vus. Par contre, ce qu'il a fait, M. Macron, c'est qu'il a demandé à ses ministres de budgéter ce que coûterait. Budgéter. Et dans les milliards, mais ensuite, il n'a jamais donné les 20 milliards. Et dans les milliards mis sur la Sinon, table... qui prouve à qui les a donnés. Si je puis me permettre, dans les milliards mis sur la table, nous allons à la catastrophe. Par exemple... Savez-vous que pour la première fois, le gouvernement d'Emmanuel Macron vient de décider de ne pas rendre à la sécurité sociale les exonérations de cotisations, c'est-à-dire de creuser le déficit. De creuser le déficit. Ce qui veut dire quoi? Emmanuel Macron nous dit on donne 5 milliards aux Gilets jaunes. Ces 5 milliards, il le prend sur le budget de la Sécu qui ne renfloue pas. Ça veut dire, madame, qu'on sait très pertinemment ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'on va nous expliquer dans les mois et dans les années qui viennent qu'il y a un déficit de la sécurité sociale, que pour le combler, il faut moins soigner, moins rembourser. On va à la catastrophe. Sur l'indemnisation chômage, je vous annonce que le plan et la loi qui vient d'être votée va évacuer 1 300 000 chômeurs qui aujourd'hui sont à la NPE, d'après les chiffres même donnés par l'UNEDIC, va les évacuer des chiffres et va baisser leurs pensions. C'est-à-dire que vous allez rejeter des centaines de milliers dans la très grande pauvreté à partir de ces mesures. Madame, à partir de là, moi je vous dis une chose et j'en termine. Je pense très franchement que ce qui a été le ferment du mouvement des Gilets jaunes, à savoir une revendication sociale, le fait de ne pas vouloir crever pour des centaines de milliers d'individus dans notre pays, de pouvoir vivre dignement, comme le dit ma copine à côté, eh bien, ça veut dire que cette exigence, elle va ressurgir de façon 10 fois plus forte, parce que les mesures que vous prenez font ressurgir cette exigence. Et Jacques Cotta, comment, à ce moment-là, vous résolvez l'équation qu'on a entendue dans les ronds-points des Gilets jaunes?
on veut moins d'impôts et moins de services publics. Eh bien, ça veut Et dire plus qu'il d'aides. y a un problème de répartition des richesses qui se pose dans ce pays. Ça veut dire que depuis 20 ans... Donc c'est plus d'impôts? Non, madame. Ça veut dire... répartition Non, des attendez une richesses. seconde, s'il vous plaît. Ça veut dire que la répartition doit se faire autrement. Depuis 20 ans, 12% de ce qui devrait aller au travail, c'est-à-dire à la rémunération des salariés et aux cotisations, 12% a été capté par le capital. C'est-à-dire que vous avez un déséquilibre énorme qui s'est opéré. Ça veut dire qu'il faut une répartition des richesses qui revienne à privilégier le travail. Deuxièmement, ça veut dire qu'il faut une réforme fiscale qui rétablisse et l'impôt sur la fortune et qui en même temps permette de rééchelonner l'impôt pour que ceux qui puissent le payer le payent et que ceux qui qui est sont déjà pressurisés cessent de l'être. Ça veut dire que ces mesures doivent être prises. J'ai une question. Moi aussi, j'ai une question. Si on vous a invité aussi, Jacques Otta, c'est parce que vous êtes proche, vous n'êtes pas encarté, vous êtes proche de la France Insoumise. On a invité Franck Alizio parce qu'il est Rassemblement National. Est-ce que ça veut dire que ces deux partis, qu'on peut appeler partis des extrêmes, en tout cas entre guillemets, pas ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, est-ce que ces deux partis font la même analyse de ce phénomène de société, Franck Alizio? Non, parce que la France Insoumise et M. Cotta en l'occurrence ont des œillères. C'est-à-dire que oui, évidemment qu'on peut discuter de la justice fiscale dans notre pays. Et globalement, on sera d'accord pour dire que ça a été une bêtise de supprimer l'impôt sur la fortune, surtout supprimer l'impôt sur la fortune pour les revenus financiers, c'est-à-dire en gros pour les gens qui gagnent des dizaines et des centaines de milliers de francs par an, voire des millions par mois, pas par an, et d'euros, et de l'autre côté on l'a gardé pour les gens qui ont juste de la pierre. Donc c'est vraiment les plus riches des plus riches qu'on a exonérés de l'ISF. Donc évidemment que de ce point de vue c'est une bêtise. Évidemment qu'il faut progresser dans la justice fiscale. On a un pays où on a beau demander toutes les augmentations d'impôts du monde, mais aujourd'hui les plus riches échappent à l'impôt. Donc c'est un débat hypocrite. Et là où il y a des œillères, c'est qu'évidemment un pays qui accueille, je le répète, 400 000 immigrés par an ne peut pas donner les mêmes niveaux de services publics qu'il donnait avant, tout simplement. Parce que vous n'avez pas le même nombre d'écoles, vous n'avez pas le même nombre d'hôpitaux, vous n'avez pas le même nombre de services publics lorsqu'on accueille chaque année 400 000 de plus. Céline Gravade, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ce genre de discours? C'est ça la question. Moi, je suis ahuri. Ça m'atterre parce que je pense que le débat il est pas là. Pourquoi il est pas là? Non, le débat il est pas là. Non, il il est pas là le débat parce que en fait là vous êtes en train de faire une campagne et ça c'est dérangeant. Mais si monsieur, je suis désolée. Vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas les mêmes idées que moi. Vous avez vos idées, donc vous avez des idées politiques. Je peux parler. parler. Des idées politiques. Très bien. Moi, ce qui m'intéresserait, au lieu de parler de l'immigration, c'est qu'on parle du CICE, par exemple. Mais vous voyez, là, c'est quand même une question. Parce que le CICE, c'est une question parmi d'autres. Oui, mais c'est une autre manne d'argent que l'immigration, quand même, il me semble. Voilà, allez-y, Jacques Otta. Un mot chacun et après on avance. Un mot chacun. Jacques Otta. Juste un petit mot. Moi, vous savez, j'ai jamais été à la France Insoumise. J'ai appelé à voter Mélenchon à la présidentielle. Et je pense que lorsque Mélenchon s'est écarté de la ligne nationale et sociale qui lui a fait sa force lors de la présidentielle, je pense qu'il a perdu beaucoup. Et à partir de là, ça a posé des problèmes. Cela étant, je trouve que l'argument de monsieur ne va pas du tout. Parce que vous n'êtes pas sur les ronds-points, monsieur. Si vous étiez sur les ronds-points, vous verriez très bien qu'entre un travailleur immigré qui paye ses impôts en France et un Français qui paye ses impôts en France, ce sont les mêmes. Et ensemble, ils sont sur les ronds-points et ensemble, ils ont le droit d'avoir les mêmes exigences. Faux, si maintenant vous me parlez... On sait que l'immigration coûte chaque année. On sait. Mais c'est un fait. Mais comment vous pouvez m'expliquer? Franck Alizio, on va terminer ce débat là-dessus, mais Franck Alizio, la proportion du nombre d'immigrés en France et du nombre de Français, la proportion du nombre d'immigrés est infime. C'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Quand vous accueillez 400 000 personnes de plus par an, ça nécessite des hôpitaux en plus, des écoles en plus, des services publics en plus, tout simplement. Comme vous ne pouvez pas indéfiniment augmenter les impôts sur les classes moyennes en France, évidemment, on arrive à cette situation. C'est arithmétique, c'est une réalité. On peut avoir un débat, une discussion. Moi, je veux bien qu'on ait un débat, une discussion sur l'immigration en tant que telle. Mais ça n'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Alors justement, Jacques Otta, ça n'est pas le problème. Jacques Otta, vous allez voir, on va avancer.
On va avancer, on va arrêter de parler d'immigration, on va avancer, on va parler des retraites, Nathalie. Oui, et c'est un autre grand sujet de ce mouvement des Gilets jaunes. On va réécouter Fabienne. Elle est infirmière et son métier l'amène à rencontrer beaucoup de personnes âgées qui lui disent tous les jours que malgré leur pension, elles n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui a amené Fabienne à rejoindre la lutte des Gilets jaunes. J'ai vu des retraités pleurer. J'ai pris une dame retraitée dans mes bras. Elle me dit mais moi je suis là parce que j'en peux plus. Elle s'est effondrée quoi. C'est horrible. Moi quand je vois mes propres patients qui me disent Fabienne, mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Mais on a travaillé toute notre vie. Mais le problème, c'est que nos enfants, ils triment, ils n'y arrivent pas. Et nos petits-enfants, ils n'y arrivent pas non plus. Et c'est horrible. Moi, ça me révolte, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Et c'est tous ces gens-là, ils travaillent, quoi. Ils travaillent ou alors ils sont à la retraite, mais ils ont fait leur boulot, quoi. Ils ont fait leur part. Chacun de nous, on fait notre part et on n'y arrive pas. Alors, Sereine Mauborgne, je répète, hein, la République En Marche, donc dans le Var. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça? Vous savez, moi j'ai été juste 26 ans infirmière, 10 ans hospitalière et 15 ans libérale. Donc effectivement, ce discours, je le connais parfaitement. J'ai 1000 fois fait des démarches parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le non-recours. Il y a des tas de gens qui ont droit à des tas d'aides, mais qui ne font pas la démarche d'y aller. Et c'est peut-être aussi à elles, en tant que gilets jaunes, en tant que professionnels mobilisés, que d'aider ces gens à avoir recours à leurs droits. Par exemple, oui, la caisse primaire... Les gens qui ne peuvent pas vivre avec leur retraite sont responsables de leur sort, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. On est toujours, bien sûr, qu'on est toujours responsable de soi-même. Alors là, je quand reste la assis. caisse primaire d'assurance maladie Là, vous me sciez, pour parler a fait clair. cette année 650 dossiers dans le Var, enfin en tout cas je parle du département que je connais, sur lequel je travaille. Un travail avec 650 personnes qui ne pouvaient pas par exemple, réaliser des soins dentaires parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Ce qui est possible avec les petites retraites et le coût exorbitant jusqu'à ce que le reste à charge zéro soit mis en place par notre gouvernement. Il y a des tas de gens qui n'avaient pas recours à leurs soins dentaires. 650 dossiers, ça veut dire que si on va chercher l'argent là où il est, pour un recours, parce qu'on est dans une situation particulière. Alors évidemment, peut-être qu'il faudrait le faire de manière beaucoup plus automatique. Les retraités dans leur ensemble, la retraite par points, le point de la retraite soumis aux aléas de la bourse. Ça vous parle? On n'est pas à la retraite par points. Pour l'instant, on est dans un cas de figure. C'est votre projet, la retraite par points. Alors justement, oui, on va je parler sais, du mais projet. pour l'instant, c'est pas voté, c'est pas arbitré. Non, mais d'accord, qu'est-ce que vous en pensez alors vous, en tant que député, qu'est-ce que vous voterez? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de la retraite par points? C'est-à-dire le fait de soumettre la retraite et le point des retraités aux aléas de la bourse. La seule chose que je peux constater, monsieur, je ne sais pas de quelle retraite vous dépendrez si vous y êtes déjà d'ailleurs. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le système, comme il est actuellement, il ne peut pas survivre. Aujourd'hui, on donne des centaines de millions d'euros, quand ce n'est pas des milliards, pour certains régimes de retraite. Je n'irai pas en donner certains ici, mais en tout cas, on va parler le système tel qu'il est fait aujourd'hui ne peut pas survivre. On a compris. Donc, après, on a compris ce que être vous ouvert disiez. à la discussion sur les moyens de le changer. Il y a une nouveauté quand même depuis ce week-end, c'est que les Gilets jaunes réunis en assemblée générale à Montpellier. Et vous y étiez aussi, non? Non, elle travaille. Ils ont décidé de rejoindre la grande journée de mobilisation sociale du 5 décembre prochain. Expliquez-nous, puisque vous y étiez et que vous avez voté pour, pourquoi ce qui n'était pas possible il y a un an devient possible. Pourquoi, lorsqu'il y a un an, vous nous disiez on ne veut pas que les syndicats noyotent le mouvement? Mais je vais vous dire, c'est très simple. Hein. Comme c'est l'État qui nous a noyautés, qui nous a muselés, justement par la désinformation, par l'isolement qu'on nous a fait au niveau médiatique. Je ne parle pas des FR3, mais les grands médias qui, 24 heures sur 24, disent tout et le contraire et qui ne montrent que des gilets jaunes comme des casseurs, des ceci, de cela. Donc forcément, même dans l'opinion publique, on a fait croire... Juste une parenthèse, Daniel Gardeau, je crois qu'il n'y a jamais eu un mouvement autant médiatisé que les Gilets jaunes. Non, attendez, médiatisé, oui, mais quand vous médiatisez... Non, mais la désinformation fait partie de médiatiser les choses, mais quand vous dites l'inverse de la réalité, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Non, c'était une parenthèse. Alors donc, voilà, mais je vous le dis, parce que si vous dites que c'est pas vrai, moi je peux vous donner les preuves, mais il faut que vous ayez le courage de jouer content. Non, mais vous pouvez pas dire qu'on parle pas de... On a pu parler de la diversité des Gilets jaunes, surtout. Pour ce qu'on disait là, le mouvement des retraites, je veux dire, c'est très simple. Moi, ce qui m'a fait rester au niveau des Gilets jaunes depuis pratiquement un an, alors que je ne suis pas concerné premièrement par une petite retraite. Mais justement, j'ai été confronté à des gens qui ont des retraites de misère, et quand on m'a donné les chiffres de ce qu'ils avaient avec des loyers,
Mais j'ai dit, attendez, mais dans quel monde on vit? Mais c'est pas possible. Comment ça se fait que là-haut, ils se rendent pas compte de ça? Mais donc la lutte syndicale, c'était le bon moyen d'agir. Mais l'injustice fiscale vient d'aggraver encore ce système. Et le 5 décembre, alors pourquoi vous rejoignez le mouvement le 5 décembre? Parce que justement, on a compris qu'avec le gouvernement actuel, seule la convergence des luttes va faire bouger ce gouvernement. Sinon, ils ne bougeront pas. Je vais vous donner... Non, mais ça, c'est nouveau. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est très nouveau. Le 21 décembre, après les événements de Paris, moi, je me couche très très tard. Et j'ai écouté des politiques qui disaient exactement ceci. La France est divisée en trois. La bourgeoisie haute, les cadres moyens, nous. Et puis après, ceux qui ont droit à rien ou qui touchent toutes les aides. Et ils ont dit, ils peuvent faire des manifestations tous les samedis, on s'en fout. Le tout, c'est qu'ils ne bloquent pas le pays. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Peut-être que le 5 se sera bloqué. Et c'est exactement ce qui a été dit, parce que moi, je les écoute tous, les chroniqueurs. Je reste jusqu'à 5h du matin, c'est pas un problème. J'ai que ça à faire. Franck Alizio, si ce mouvement devient une lutte syndicale, est-ce que vous resterez solidaire des Gilets jaunes? Mais on n'est pas syndicalisés. Ce qui se passera le 5 décembre. On verra, ce sera avant tout un mouvement social, peut-être un mouvement populaire. Je voulais répondre à madame. Le système des retraites, aujourd'hui, il est viable. Il est viable pour peu qu'on s'intéresse à autre chose qu'à ce que vous intéressez, c'est-à-dire par force l'âge à la retraite, qu'on s'intéresse au nombre d'enfants qu'on fait en France et à l'activité que l'on crée en France. Et le système des retraites par répartition fonctionne à partir du moment où on fait plus d'enfants, où les familles ont confiance dans l'avenir, où on arrête de les pressurer fiscalement et que alors donc là, à partir de là, natalité des immigrés, non. Enfin, les citoyens français. Alors vous, les enfants sont forcément être importés. Pour vous, les enfants sont forcément importés. Non, les familles françaises peuvent faire des enfants. Là où il n'a pas tort, c'est que si vous créez de l'emploi et si vous faites payer des cotisations, sociales, non pas pour les donner aux poches des amis, mais des cotisations sociales qui vont dans les caisses sociales, les comptes sont équilibrés. Il est où le problème? Alors, juste, attendez, je voudrais qu'on revienne 2 minutes parce qu'il y a quelque chose d'important qui a été dit. On va voir avec Céline Gravade et avec Seraine Maubin. C'est nouveau ce qui s'est passé ce week-end. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'a dit monsieur, il y a un commencement de rapprochement entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement traditionnel syndical. Est-ce que vous confirmez, Céline Gravade? Est-ce que ça correspond à l'esprit Gilet jaune? Oui, mais c'est pas si nouveau que ça non plus, parce qu'au mois de mars, on a déjà marché avec les écolos. Et au mois de mai aussi. Mais c'est pas nouveau. En fait, on nous demande de nous structurer, on nous demande de nous organiser. Tout le monde a l'air d'oublier que nous sommes des travailleurs lambda qui, à un moment donné, avons dit stop. Oui, mais vous dites depuis le départ que vous voulez vous exprimer autrement, si j'ai bien compris. On veut s'exprimer autrement, de toute façon, ça, depuis le départ. On veut simplement qu'on nous entende et qu'on puisse, à un moment donné, dire, voilà, ça, on n'est pas d'accord, ça, on n'est pas d'accord, essayer de nous trouver une autre solution. Non, si le truc, il est là. Et du coup, on converge depuis très longtemps. S'exprimer autrement, vous avez raison. C'est tout. Un bon mode d'expression, c'est un mode efficace. Par exemple, si le 5 décembre, vous avez un blocage du pays, sur la base de revendications qui recoupent la volonté des Gilets jaunes, à savoir la question sociale et démocratique. Mais en même temps, la volonté sur les retraites des cheminots. En même temps, la volonté sur la retraite des avocats. En même temps, la volonté sur l'indemnisation chômage des chômeurs. Bref, sur l'ensemble de ces questions qui fondent les Gilets jaunes, peu importe les banderoles qui seront dedans ou pas. Ce qui fondent, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit la chose suivante. Moi, vous savez, à Breil-sur-Roya, dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai côtoyé des gens, j'aurais jamais imaginé, avant que ça ne se déclenche. Oui, mais on a aussi beaucoup entendu chez les Gilets jaunes, on ne veut pas bloquer la France. Et la popularité des manifestations du samedi, elle tenait en partie dans ce système de fonctionnement. Est-ce que le blocage peut rendre le mouvement impopulaire? Est-ce que les modes d'action classiques, la grève... Non, vous savez, ce qui est impopulaire aujourd'hui, c'est une politique injuste qui accable des millions d'individus. C'est pas les Gilets jaunes qui sont impopulaires. Ce qui est impopulaire, c'est la casse. Ce qui est impopulaire, c'est un certain nombre de provocations. Ce qui est impopulaire, c'est les flashballs. Ce qui est impopulaire, ce sont les gens qui sont mutilés. Ça, c'est impopulaire et ça fait peur. Mais par contre, le mouvement démocratique, social et citoyen, quelles que soient les banderoles qu'il y a dedans, qui s'expriment pour donner ce point de vue, n'est pas impopulaire du tout. Moi, je préférerais quand même qu'on bloque le gouvernement plutôt qu'on bloque nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs. J'ai juste une chose à rajouter. Non, j'ai juste une chose à rajouter, c'est que tout le monde a l'air d'oublier que dans les citoyens, on est tous gilets jaunes. Parce que tout le monde est mécontent
de la politique qui est menée en ce moment. Donc on est tous gilets jaunes. Alors justement, pour moi, un gilet jaune jaune a plus à voir avec l'artisan et le commerçant qui a pu souffrir de certains événements plutôt qu'avec le casseur. Le commerçant et l'artisan est un gilet jaune. Personne ne se réclame du casseur. Il vit comme un gilet jaune. Il a les mêmes problèmes que les gilets jaunes. Du policier déguisé en casseur. Personne ne s'en réclame. On se calme 2 minutes. Sereine Mauborgne, juste un point. On n'entend plus rien. Sereine Mauborgne, juste un point. Après, on passe à la suite. On va avancer. Subir les violences des gilets jaunes. Si le 5 décembre. On en parlera après. Attendez, on va en parler. On a prévu de faire une partie là-dessus. Si le 5 décembre, il y a effectivement un point de rassemblement entre le mouvement social, le mouvement syndical et le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que ça fait peur au gouvernement? Est-ce que le gouvernement s'y prépare à ça? Je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas le gouvernement déjà, Est-ce qu'il y a un premièrement. hélicoptère dans la cour de l'Élysée? Deuxièmement, Bien sûr que si. non, je ne suis pas le gouvernement, cher monsieur. Je vis dans ma circonscription jusqu'à aujourd'hui. Je serai ce soir à Paris, donc effectivement on en discutera sans doute demain. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas à avoir peur des Gilets jaunes. Ce sont nos concitoyens, les Gilets jaunes. Il faut aller à leur rencontre, les écouter, essayer de trouver des solutions. Moi, par exemple, je sais que, en tout cas, il est dit à propos de vous que vous aidez vos patients, vos bénéficiaires, à remplir leurs papiers administratifs. Vous êtes quand même bien d'accord avec moi qu'il y a un vrai besoin de ce point de vue-là. Oui, mais est-ce que vous trouvez normal que je sois obligée de faire ça Vous n'êtes alors pas que obligée. théoriquement, c'est aussi votre rôle. Non, je vous C'est explique. aussi votre rôle. Non, alors le rôle d'une assistante de vie, c'est pas de faire l'administratif. D'ailleurs, quand vous pas passez, plus, pas moins que le ménage, ça fait plus partie de la vie. Je peux terminer. Quand vous passez par une association, l'assistante de vie, c'est une chose. L'administratif, c'est une autre personne qui vient le faire. Moi, je fais tout. Je fais tout, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce c'est que pas vous les connaissez bien. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que si je leur fais pas, ils sont complètement démunis. Et je trouve qu'il est quand même inacceptable. Mais vous êtes quand même d'accord que quand on le fait, il se passe quelque chose. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il est inacceptable qu'à ce jour, je sois obligée de me substituer aux besoins de ces personnes âgées pour assumer les services de l'État. Mais moi, je l'ai fait 1000 fois comme infirmière et c'était pas normal. mon rôle. C'est pas normal quand vous voyez qu'on numérise les déclarations d'impôts et que ces personnes, vous qui avez été à domicile, vous savez très bien qu'à 80 ans, ils peuvent pas se mettre à l'ordinateur. Ça dépend lesquels. Non, mais arrêtez, mais c'est de la mauvaise foi. Parfois à 60 ans. Mais moi, j'ai des gens de 80 ans pour Internet, je suis désolée. Pourquoi suis-je obligée de faire cette déclaration d'impôts? Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc le gouvernement met en place des choses qui sont inapplicables en réalité. On oublie une leçon du document. À chaque fois, on nous expliquait on veut vivre de nos salaires et de nos retraites. On ne demande pas des aides. On veut pas des aides. On veut déjà. C'est pas normal que dans un pays et une économie comme la nôtre, on n'arrive pas à vivre de notre retraite et à vivre de notre salaire. C'est ça. Il y a des gens qui veulent créer leur entreprise, ils n'y arrivent pas dans ce documentaire. Il y a des gens qui veulent travailler. Jacques, on va aborder, parce qu'il ne reste pas beaucoup, il reste un quart d'heure. Il y a vraiment 2 thèmes que je voudrais qu'on aborde. C'est les inégalités territoriales et la crise démocratique. D'abord, et les violences policières, pardon. D'abord, les inégalités territoriales. On en a beaucoup parlé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Là aussi, un extrait et on discute ensuite. Moi, je vis une partie de l'année ici, à peu près 6 mois par an, mais c'est vrai que je suis obligée de partir pour travailler sur la côte. C'est indispensable ici, je n'ai pas de travail ici, donc je pars 6 mois par an en saison, vu que je travaille en tant que chef cuisinier. Et donc j'ai pas eu le choix. Le travail qui est proposé ici, il est plutôt précaire. C'est du travail qui va être en saison, dans les arbres fruitiers. Ça va être du petit contrat en CDD, beaucoup d'intérim. Pour les femmes, c'est beaucoup du ménage, du secrétariat. C'est assez restreint. J'aimerais vraiment ouvrir mon entreprise, mais bon après c'est vrai que voilà, il faut plus se rapprocher des grandes villes quoi, pour pouvoir ouvrir une boîte et que ça marche quoi. Jacques Otta, vous habitez dans la vallée de la Roya, touché de plein fouet aussi par les inégalités territoriales en matière de transport, de santé, d'école. C'est un acte de résistance aujourd'hui de rester vivre si loin d'une métropole? D'abord, on y est, donc on y est bien. En plus, c'est un beau pays. Donc, on est plutôt content. Mais le problème, c'est que les mesures qui sont prises actuellement vont à la mort de ces pays-là, si on ne fait pas attention. Les maisons de services publics, par exemple, ça ne vous convainc pas? Les maisons de services publics, ça n'existe pas chez nous. Vous savez, les maisons de services publics, là, il n'y en a pas. C'est un des projets annoncés par Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est un projet, oui. Une maison de services publics, d'ailleurs, je pense, dans la commune la plus importante du canton, c'est-à-dire que globalement, ce serait à 90 km de Breil-sur-Roya, dans une autre vallée, donc vous avez compris, c'est terminé. Non, le problème est le suivant. Il y a un train actuellement. Il se trouve que la SNCF, sur la base d'application des directives européennes et des incompétences
des directions de la SNCF et du gouvernement, ce train est en train de disparaître sous des coups d'économie. S'il n'y a plus de train, il n'y a plus de transport. S'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'entreprise. S'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de famille. L'école, fermeture d'une classe de maternelle. Si on ne peut plus mettre ses gosses à l'école, il n'y a plus de parents parce qu'on ne peut pas scolariser les mômes. Et puis, etc., etc., etc. On va à la mort de ces pays-là. Et si vous voulez, pour terminer, juste un point. Pour terminer, ce qui redouble l'agressivité connue par ces populations et l'agression connue, c'est cette espèce de morgue, cette espèce de mépris, cette espèce de violence verbale. Lorsqu'on a entendu dire, au lendemain du début des Gilets jaunes, que c'était des gens qui fumaient des papiers maïs et qui roulaient au diesel et qui se foutaient de tout, et puis ils étaient homophobes, et puis c'était une bande de fachos, et puis c'était etc., etc. Je veux dire, les gens qui sont sur le terrain et qui voient ça, ils disent que non seulement ils sont agressés, mais en plus on se fout d'eux. Alors justement, c'est insupportable. Soren Mauborgne, au moment du grand débat national, on a vu Emmanuel Macron venir beaucoup sur le terrain, on a beaucoup parlé des maires, on avait l'impression que les maires redevenaient essentiels dans l'esprit démocratique français. C'était beaucoup de paroles. Est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé dans la réalité du terrain? D'abord, moi, je voudrais dire que je suis députée de Saint-Tropez, c'est vrai, mais je suis aussi députée du Canet des Morts, par exemple, et que je n'ai pas attendu le grand débat pour aller rencontrer les Gilets jaunes. Et fort heureusement, parce que je pense qu'ils n'auraient pas tellement apprécié la manœuvre. Parce que le grand débat a eu lieu au mois de février et que moi, j'ai démarré mes rencontres avec les Gilets jaunes à partir du 2e samedi de manifestation, je pense, à Flassan-sur-Issol. Donc vous voyez que ce n'est pas un endroit très sexy comme Saint-Tropez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, les maires sont sans aucun doute de tous les élus, ceux qui sont le plus en contact avec les gens qui vont mal. Ça, c'est une certitude. Leurs centres communaux d'action sociale. D'ailleurs, on peut dire que, par exemple, à Fréjus, le maire s'est empressé de fermer dans les quartiers difficiles le centre social, qui vient juste de réouvrir d'ailleurs, comme au Luc en Provence ou à Cogolin chez moi, où le budget du centre communal d'action sociale est réduit à une peau de chagrin. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont très clairement le premier niveau de réponse à la difficulté des gens. On parlait tout à l'heure avec madame de la question de l'accès à l'informatique. Il est évident qu'il faut que dans chaque commune, mais moi je le dis très clairement, et c'est pour ça aussi que j'aimerais finalement qu'on aille un peu plus loin sur la question de l'engagement et de comment est-ce qu'on va, après les Gilets jaunes, faire quelque chose de cet engagement, de cette solidarité, de cette fraternité, de toutes les idées qui sont nées des ronds-points. C'est qu'est-ce qu'on organise dans chaque commune, à chaque échelon, à l'échelon départemental, à l'échelon régional, pour consulter les gens, mais pas du tout. Mais si. Pas du tout. C'est d'un réalisme crasse. Madame, votre orientation interdite. Vous avez dit le grand débat, madame. Le grand débat, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces par Macron pour se faire son show. J'ai dit que j'avais été voir les gens avant. Mais vous avez vu personne. On entend tous les députés, mais je suis quasiment certain que les trois quarts disent on va les voir, ils n'y vont jamais. Nous, on y était sur les ronds-points, on les a jamais vus. Vous n'êtes pas venu au Canet des Morts, c'est j'étais au Canet des Morts aussi. Mais vous n'étiez pas là le samedi où je suis venue. Mais madame, la défiance, elle vient aussi de ça. C'est pas technique. Chacun son tour, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Laissez Franck Alizio, laissez Daniel Guirado répondre. Le grand débat, il a occulté toutes les vraies questions que vous pouvez voir sur le débat tout court des Gilets jaunes. Je vais vous donner un exemple. La priorité absolue maintenant des Gilets jaunes, c'est le RIC. Il est en tête de toutes les revendications. Donc celui-là, il a été occulté en totalité. Les Français, ils ont parlé de tout, de la santé, arrêtez, sérieux. Oui, mais juste avant, par souci de correction, tout le monde se pose des questions, on laisse tout le monde répondre. Franck Alizio répondait à Soren Mauborgne pour ce qu'elle a dit sur Fréjus. Au final, je rappelle que le maire de Fréjus, c'est le Rassemblement National. Si David Rachine avait supprimé le centre social ou s'il avait rétabli, j'ai pas trop bien compris. Supprimé. Moi, je sais une chose. C'est le retour des Fréjusiens. C'est le retour des Fréjusiens. Étude après étude d'opinion, et sur le terrain on voit que les Fréjusiens sont contents. En gros, la gestion de M. Rachine sur le terrain. Madame, ne soyez pas militant politique, on sait que vous êtes opposé à nous, ne soyez pas militant politique. Laissez-moi terminer quand je parle. La gestion au quotidien est aussi proche des gens sur le terrain, celle de M. Rachline, que est éloignée celle du gouvernement. De toute façon, il y aura des élections en mars, on aura la réponse. Que ce que le gouvernement est éloigné. Maintenant, juste une chose, ce que je comprends pas, c'est que on mène une politique, le gouvernement mène une politique qui va toujours à rebours du bon sens et de ce que les gens attendent. La métropolisation,
toujours concentrer plus de richesse et plus de pouvoir dans les grandes villes. Forcément, c'est facteur d'inégalité. À chaque fois, mettre le paquet sur la banlieue et enlever à la ruralité. Il faut être juste, il faut être équitable et ne pas priver la ruralité là où on a pourtant les poches de pauvreté les plus fortes. Allez, c'est ça. Au Mettre le paquet suivant. sur les grands groupes économiques alors qu'il faudrait mettre le paquet sur les TPE, sur les PME. On a compris votre message. On va passer au chapitre suivant. Il nous reste moins de 8 minutes. On va en dire un mot. À l'image du documentaire qui n'y a pas consacré une grande partie non plus, les violences policières. Quand on pense aux violences, qu'elles soient le fait d'ailleurs de manifestants ou de policiers, on ne pense pas forcément à des femmes. Et pourtant, on l'a vu dans le documentaire, certaines ont pris des risques aussi. On écoute leurs témoignages. Le jour où j'ai vu un homme de 70 ans à côté de moi tomber à cause d'un flashball à Paris, j'ai compris que en fait, je lâcherais pas. Maintenant, j'y vais avec des protèges tibias et tout. Hein. J'ai le masque, j'ai le casque. Ah ben oui, t'es obligé. Notre leitmotiv, c'est on part à 2, on revient à 2. Et on part à 4, on revient à 4. Et s'il y en a un qui se fait choper, eh ben on va le chercher. Ah oui, non, c'est comme ça. Et jusqu'à où on va devoir aller comme ça pour se faire entendre. C'est ça qui est dingue. Céline Gravade, on en a beaucoup parlé de ces violences policières. Est-ce que cette violence, selon vous, elle venait uniquement d'éléments extérieurs ou est-ce qu'il y a aussi, parce qu'il faut poser la question, une violence interne et inhérente au mouvement des Gilets jaunes ? Alors, je suis montée sur Paris la première fois que je suis passée en plateau. Qui peut commencer par une violence verbale, d'ailleurs, forcément. Alors, non. L'origine de la violence, en fait, c'est des black box qui ont été laissés sans aucun contrôle, casser tout et n'importe quoi. Sans aucun contrôle, ça veut dire volontairement par le Oui, gouvernement. alors je peux terminer. En fait, on nous a dit en plateau que la police n'avait pas eu ordre d'arrêter ces gens. Et de là, tout a été un enchaînement. Les médias s'en sont saisis en disant les gilets jaunes, c'est des vilains pas beaux, ils cassent tout et tout. Et le mouvement, il a été récupéré par ces black box au niveau de l'image. Mais les vrais gilets jaunes, on n'a jamais cassé. Alors effectivement, il y a des gens qui sont dans l'extrême au sein de ce mouvement. Je vous rappelle que ce mouvement est une représentation de la civilisation française. Donc oui, il y a des gentils et il y a des méchants, évidemment. Mais il faut arrêter de dire que les gilets jaunes, ils ont cassé. Toutefois, ce qui est très grave, c'est que à chaque fois qu'on a eu des éborgnés, qu'on a eu des gens qui ont été blessés, il n'y a pas eu un seul mot de ce gouvernement qui a dit « nous sommes très tristes de ça ». Par contre, on a entendu M. Castaner dire « on a eu 1900 blessés dans la police ». Donc à un moment donné, un peu de dignité et de respect, ça aurait été pas mal. Ce flashball-là qu'on a vu dans ce documentaire, dans la jambe d'un gilet jaune qui n'était pas un casseur, est-ce que ça vous ébranle pas quand même dans la certitude affichée, en effet, depuis le début du mouvement, que cette stratégie policière était la bonne ? Moi, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais quand je vous entends dire on n'a pas de violence de notre côté, mais qu'en même temps, dans la chanson, il y a une phrase qui dit on a tout cassé chez toi. C'est quand même pas nous qui l'avons écrite dans la chanson. C'est pas ça, on n'a pas tout cassé chez chez toi. On vient te chercher chez toi. Non, on a tout cassé chez toi et c'est dans le reportage. Chaque téléspectateur pourra en juger. En revanche, moi je suis désolée, mais pour avoir quand même parlé plusieurs fois avec des policiers qui étaient quand même à bout, au bout de 6 mois de chaque samedi, à devoir tenir les murs. Surtout avec les journées supplémentaires pas payées, ils n'en peuvent plus. Difficile. Ils vont l'être payés, je vous rassure. Ah bah ils ont de la chance. 40 euros par mois. Non, 7,5 millions d'heures supplémentaires qui vont être payées cette année. En tout cas, quand ils me disent, on a en face de nous des gens qui nous disent à l'oreille, t'es une espèce de saloperie, tes enfants peuvent pas être fiers de toi, qui leur crachent sur les casques, etc. Pendant des heures et des heures, vous prenez je mets quiconque autour de cette table au défi de garder son calme républicain. Votre réponse, Jacota. Vous prenez des petits trucs comme ça. C'est pas la même. Il y en a qui l'ont fait. Écoutez-vous. Je suis à la fois dans la vallée de la Roya et à la fois à Paris pour mon boulot. J'ai fait une dizaine de manifestations sur les Champs-Élysées. J'ai vu la montée de la violence, la graduation. J'ai vu au début, il n'y avait pas de violence. Et puis j'ai vu petit à petit que lorsque les ronds-points ont commencé à être évacués par les forces de police sur décision gouvernementale, et qu'ils ont décidé de reprendre en main les choses de cette façon, ça a poussé à une exaspération, où il est vrai qu'il y a des gens qui, au point de départ, n'avaient rien de violent, qui ont, comme on le dit, pété un câble, et qui sont partis dans une réaction que je ne soutiens pas, mais qui est une réaction que je comprends. Maintenant, je pense que la réponse policière, qui aboutit d'ailleurs
à balancer sur les pompiers des gendarmes mobiles, c'est-à-dire l'armée contre l'armée, ce qui est assez extraordinaire. La réponse policière ne peut pas être la réponse à ce mouvement de fond des Gilets jaunes. Il y a une volonté démocratique chez les Gilets jaunes. D'ailleurs, j'en profite pour poser une question à Madame la députée, si je peux le faire. Madame, le gouvernement décide de privatiser Aéroport de Paris. 240 députés, je pense que vous n'en faites pas partie, ont décidé de poser un texte pour qu'un référendum puisse avoir lieu, que le peuple français puisse décider lui-même. Que le peuple français puisse décider lui-même à travers un référendum d'initiative populaire. Donc ma question, elle est simple. Pourquoi il n'y a que 900 000 personnes d'inscrites? Est-ce que vous êtes prête, vous, en tant que démocrate, puisque je pense que vous êtes une démocrate, à signer pour demander à ce qu'un référendum ait lieu et à faire signer pour que le référendum ait lieu? Mais moi, je vous retourne la question. Est-ce que vous êtes prête à le faire? Pourquoi n'y a-t-il que 900 000 Est-ce que vous êtes personnes prête à le faire? Alors pourquoi il y a... Moi, je vais vous répondre. Qui voulaient le référendum d'initiative Attendez. Moi, j'aimerais une réponse. Non, mais laissez-la répondre. Moi, je n'y tiens pas particulièrement, mais moi, je me demande pourquoi il n'y a qu'un million de gens qui ont dit oui. Êtes-vous partisane à ce que le peuple français se prononce? Pourquoi il n'y a qu'un million de gens qui ont dit oui? Madame, êtes-vous partisane, vous personnellement? Tout le monde peut le faire, c'est ouvert sur Internet, tout le monde peut le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis très militante pour aller faire signer. Alors déjà, nous, sur Fréjus, on n'a pas eu l'autorisation d'avoir une petite table. On nous a dit, vous pouvez déambuler. Donc on a été obligé de s'expatrier sur Nice. Déjà d'une. Et de deux, en fait, quand vous parlez aux gens dans la rue d'ADP, ils ne sont pas informés. Alors on a fait tout un tabac de publicité pour le grand débat. Par contre, pour ADP, on ne le fait pas. Les gens ne savent pas qu'on peut signer pour ADP. C'est une grave Et en plus, quand vous allez sur le site, je termine. Franchement, j'ai pas de sujet, je dirais, majeur sur cette question. En revanche, mais moi je veux bien le faire, mais moi je pose la question, pourquoi il n'y a qu'un million de gens qui ont signé? À la sortie, j'ai mon ordinateur, puis-je vous faire signer à la sortie? Vous allez signer pour qu'un référendum ait lieu. Pourquoi pas? Très bien. Alors, nous le ferons après. Nous ferons savoir si vous l'avez fait ou pas. Allez, on va conclure cette émission. Dernière question rapidement. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Aux deux gilets jaunes qui sont avec nous ici. Où serez-vous samedi prochain? Et pour les municipales, Céline Ravatte, vous nous confirmez que vous êtes candidate? Moi, je suis sur une liste. Il n'y a pas de problème. De quelle obédience politique? Sans étiquette, plutôt divers droite? Plutôt divers droite. Et sur un rond-point samedi prochain? Et bien entendu. Moi, je serai sur un rond-point samedi prochain et je serai même le directeur de campagne donc pour une liste citoyenne dans une ville où je ne suis pas électeur. Donc pas au bagne? Non. D'accord. Voilà, mais je m'occuperai du travail pour faire une liste citoyenne. Et ce sera dans quelle ville? À Aubagne. Ah d'accord. Voilà. Merci. Nous serons également sur un rond-point samedi prochain. Merci. Et nous avons décidé à Bray-sur-Roya de ne pas faire des municipales une affaire qui nous concerne directement. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 5 d'y avoir participé. Merci Nathalie. Merci. Je profite aussi des quelques secondes qui nous restent pour vous dire que vous pourrez voir revoir ce débat sur notre site internet paca.france3.fr. Merci, bonne fin de soirée sur France 3.